Les chouettes, au Moyen Âge, étaient très recherchées. Elles furent domestiquées souvent dans les fermes, et plus tard dans les villes. Elles avaient, selon les mythes ancestraux, le pouvoir de protéger du malin. Notre-Dame de Dijon. Ses mystères, ses secrets. Baal-Moloch, du haut de son toit, veille sur une ravissante église de la cité des Ducs de Bourgogne. Pendant la Grande Peste noire, qui ravagea l'Europe de 1347 à 1352, Dijon sera partiellement épargnée du fléau. Et ceci, grâce au pouvoir de la chouette. Selon la légende, un fantôme aurait aussi hanté l'église Notre-Dame de Dijon, dès le XVe siècle. Sur la façade nord de l'église, et donc rarement caressée par le soleil, une chouette fut sculptée sur un des contreforts. Dès lors, ce petit animal nocturne sera bien plus qu'un mythe. Il se présentera comme l'emblème de la ville de Dijon. On dit que quiconque caresse la chouette de la main gauche verra exaucer son vœu le plus cher. Cependant, pour que ce prodige se réalise, il faut découvrir la salamandre dans la minute qui suit, et se signer 3 fois devant. Ce rituel manqué vous coûtait le double de vos tracas. L'église Notre-Dame fut édifiée dès 1221, sur des fondations d'une ancienne chapelle mérovingienne, elle-même, déjà transformée dans un style roman tardif vers 1130. Cet édifice du gothique primitif correspondait à un besoin de la population grandissante de Dijon, qui demandait un lieu de culte plus vaste, et toujours dédié à Marie. Ces travaux seront achevés en 1252. L'utilisation de contreforts élevés assureront la solidité de cette église, qui défiera le temps. Philippe le Hardi en 1382, parti en campagne afin de porter secours à son beau-père, le comte de Flandre, ramènera de Courtrai, en Belgique, un automate, sonnant l'heure sur une cloche. Cette mécanique subtile et raffinée passait pour une merveille. Ce pillage profitera donc à la ville de Dijon, et ce Jacquemart sonnera désormais les heures, avec son marteau heurtant une grosse cloche. Voici les gargouilles et les chimères de la façade de l'église Notre-Dame. Unique en Europe dans toute l'architecture médiévale, ces 51 gargouilles sont en réalité des chimères, car elles ne permettaient pas l'écoulement des eaux de pluie. Chacune de ces chimères aux figures inquiétantes furent l'œuvre des talentueux tailleurs de pierre du Moyen Âge, très inspirés dans cette extraordinaire période des grands bâtisseurs de cathédrales partout en France. Nous pouvons ici en nommer quelques-unes. La médisance, la pleureuse, la terreur, la hyène puante, la bique et le singe moqueur.
Elles furent restaurées dans la dernière partie du XIXe siècle, à l'époque où Eugène Viollet-le-Duc lança ses grands travaux de restauration pour les grands sites et monuments architecturaux historiques, et ceci à travers toute la France. Voici ainsi la bonne ville de Dijon, se doter d'une belle église de ville, augmentant déjà le nombre impressionnant de lieux de culte de la capitale bourguignonne. Cet édifice situé dans le quartier commerçant de Dijon bénéficiera de dons importants de la part de sa population, permettant ainsi son entretien à travers les époques. Vous découvrez une vue en images de synthèse de la façade de ce chef-d'œuvre du Moyen Âge. L'insolence cultuelle et architecturale de Notre-Dame semble inébranlable face au temps qui passe. Mais cela sera sans compter la Révolution. Littéralement pillé dans son intérieur, le tympan et les contre-tympans seront burinés par des forcenés, bien décidés à effacer l'idée même de Dieu. Cependant, pendant un temps, cette église sera transformée en dépôt de céréales et autres objets encombrants, lui permettant ainsi d'échapper à sa destruction. Quelques pièces comme le portail en bois seront préservées de l'effacement des mémoires, comme cette poignée monumentale de porte cochère, représentant le diable. Voici la travée principale de l'église Notre-Dame, ici représentée par cette animation, nous faisant découvrir la magnifique nef, située à l'est du bâtiment, symbolisant l'Orient. Elle est d'une longueur de 48 mètres, pour une hauteur de 19 mètres, sur une largeur de 17 mètres, ce qui la place parmi les édifices les plus importants de la ville. Voici le vitrail central, restauré avec les mêmes images chrétiennes d'origine. Ces travaux furent ordonnés par Viollet-le-Duc, nous permettant ainsi d'apprécier en lumière l'ensemble de l'édifice. Notre époque semble hélas nous conduire vers un effacement progressif de nos valeurs, de nos traditions, et de notre culture, vers un autre destin, bien plus triste celui-ci. Mythes et légendes en question s'efforcera de vous proposer toujours et encore des programmes, certes sans grande prétention sur le plan technique, mais sincères sur le plan émotionnel. Merci de nous suivre sur notre plateforme YouTube.